Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, vous êtes accueillis ce soir à l'Hôtel Cadet pour une conférence publique qui appartient à un cycle de conférences publiques autour d'une thématique que nous avons appelée les chantiers de la République. Ce soir avec un thème précis qui est travailleurs et pauvres. Pour les présentations de nos invités, pour la présentation du thème, je vais immédiatement laisser la parole dans un premier temps à Christian Brébion pour quelques mots d'introduction. Cher Christian. Merci. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères et mes très chères sœurs, Mesdames, Messieurs, grand maître adjoint, mon très cher frère Denis, comme nous l'indique le psychanalyste Carl Gustav Jung, tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste, eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui le veulent, fais-le en petit et il grandira. N'est-ce pas aussi ce que nous recherchons dans nos loges au Grand Orient de France? Nous sommes maçons dans et en dehors de nos temples. Le débat de ce soir, travailleurs et pauvres, embrasse notre spécificité grand orientale et notre dualité initiatique et sociétale. Le fait de travailler ne permet plus d'éviter la pauvreté, à rebours de certaines idées reçues. Le monde économique domine le droit du travail et les politiques sociales. Ainsi, les emplois, lorsqu'ils sont devenus précaires ou partiels, n'assurent pas toujours de bonnes conditions de vie. Les salariés peuvent alors être touchés par la pauvreté, voire à l'extrême, par l'exclusion. Et vous nous direz, chiffres à l'appui, qui sont les travailleurs pauvres? Les conséquences sont multiples. Sur le plan du logement, pour les populations pauvres et précaires, la quête et le maintien dans un logement constituent une difficulté majeure, car les personnes dont l'emploi est peu stable ou ayant une faible rémunération manquent de crédibilité auprès des bailleurs, parce qu'ils n'apportent pas de garanties suffisantes, ce qui freine évidemment l'accès au logement. En ce qui concerne la culture et les loisirs, les travailleurs pauvres peuvent rencontrer des difficultés financières pour accéder aux activités de loisirs et à la culture si la famille n'y accède pas grâce au tissu associatif, aux collectivités territoriales ou par le biais des organismes sociaux. Répercussions aussi sur la santé. Les associations caritatives témoignent du recours de plus en plus fréquent des travailleurs pauvres à l'aide alimentaire. Ces mêmes personnes ressentent alors de la honte et perdent leur dignité, en même temps que le sens et la valeur du travail sont ébranlés. Le tout accentué par des difficultés à la formation professionnelle, à l'accès aux études en formation continue, par exemple, ou encore pour financer les propres études de leurs enfants. Car celui ou celle qui est dépendant, qui a besoin de la charité pour vivre, n'est plus un citoyen à part entière. Beaucoup de questions se posent sur travailleurs et pauvres, on le voit, et vos éclairages vont être précieux. Car s'agglutinent d'autres problématiques intrinsèquement liées, comme l'explosion des familles monoparentales ou encore les inégalités salariales, hommes-femmes, qui conduisent mécaniquement à une surreprésentation des femmes qui occupent souvent, de surcroît, des postes à temps partiel. Le coût de la vie, et notamment des énergies, en augmentation constante sous les coups de boutoir de l'inflation, amène des salariés et des ménages à basculer vers la pauvreté. Ce phénomène est-il mondial, européen, français? Le Grand Orient de France ne peut rester insensible à ces atteintes à la dignité humaine, puisque depuis quelques années, une sorte de proximité entre travail et pauvreté s'est mise en place insidieusement, puis de façon de plus en plus manifeste. Dérive qui s'est accentuée et qui contribue à l'altération des principes démocratiques et sociaux abîmés et qui sont aujourd'hui menacent, nous semble-t-il, la République jusque dans les fondements qui l'ont instituée. Et si vous partagez ce constat, alors, comment réagir concrètement face à cette menace, individuellement, collectivement, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens? Et parce que nous sommes dans ce lieu emblématique de la maçonnerie, le temple Groussier, en quoi et comment, sous quelles conditions, la maçonnerie au Grand Orient de France peut être un levier de transformation de notre société, une force qui, aux côtés d'autres, contribue à rassembler les citoyens, à réparer notre société et par là même notre République. De cela, nous allons en débattre sous la houlette de nos trois intervenants. Enfin, notre grand maître adjoint du Grand Orient de France, chargé de la culture, René Durand, apportera au débat le point de vue de notre ordre sous une forme de conclusion provisoire. Provisoire car nous espérons que ce débat sur le travailleur et pauvre se poursuive et nous conduise au-delà des constats,
au-delà des prises de conscience, à un indispensable sursaut de tous, pour le bien de tous. Merci de votre écoute. Cher Christian, merci de ces mots d'introduction. Je vais immédiatement donner la parole à ma très chère sœur Gloria pour mieux connaître nos invités. Gloria, tu as la parole. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers invités, cher Denis, grand maître adjoint. Avoir un emploi protège-t-il de la pauvreté? Ils sont invisibles, les travailleurs pauvres. Ils exercent une activité professionnelle et n'obtiennent pas une contrepartie suffisante pour subvenir à leurs besoins. Leur dignité en est atteinte. Pour nous parler d'eux, nous avons ce soir le regard d'un économiste, d'une sociologue et d'une personne agissant sur le terrain. Guillaume Allègre est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, Sciences Po. Ses thématiques de recherche sont la fiscalité, la protection sociale, la pauvreté et les inégalités. Il a notamment co-dirigé le livre « Pour ou contre le revenu universel ». Il anime un blog sur le site d'Alternative économique, Économie extravertie. Ses publications récentes « Comment verser de l'argent aux pauvres ?» Les nouvelles lois sur les pauvres, 1989-2023. L'injonction au travail au risque de la pauvreté. Maryse Bresson est professeure de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, au laboratoire Printemps. Ancienne codirectrice de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay entre 2020 et 2022. Elle est directrice de l'UFR des sciences sociales depuis 2024. Ses publications récentes, Sociologie de la précarité, avec Pierre Gubentif, les sciences humaines et sociales face au choc Covid-19. Avec Jean-Pierre Tabin et Yvette Molina, la nouvelle morale de l'intervention sociale et ses apories. Anne-Marie Despasquale est artiste sculptrice sur pierre. Elle est investie chez ATD Carmonde depuis novembre 2022. Elle est actuellement membre de la délégation nationale. Ancienne ergothérapeute en milieu psychiatrique, puis professeure de mathématiques, elle rencontre ATD Carmonde en Champagne-Ardenne, où elle va faire de l'accompagnement scolaire avec des familles du voyage. Elle va par la suite participer à l'Université populaire Carmonde et coordonner la journée mondiale du refus de la misère. Anne-Marie développe l'idée que le travail est la première des sécurités qui permet d'aller chercher les autres. L'ambition d'ATD Carmonde, à l'origine de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, est de démontrer que l'on peut remplacer le travail précaire par le CDI. Dans ce dispositif, les employés sont des personnes qui ont connu en moyenne 57 mois de chômage. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Travailleurs et pauvres, la conférence sera lancée. Nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons avoir le plaisir d'écouter nos trois intervenants. Par la suite, la parole vous sera donnée pour une série de questions. Guillaume Allègre, vous êtes sociologue. Nous commençons par vous. Alors, je suis économiste. Économiste à l'OFCE, Sciences Po. Merci pour l'invitation. Voilà, donc en tant qu'économiste, je vais faire la partie la plus générale et normative, parce qu'on aime bien être normatif en tant qu'économiste. Donc la question des travailleurs pauvres, en fait, elle a été mise à l'agenda finalement de façon plus ou moins récente, enfin ça dépend de votre âge, mais autour des années 2000. Donc avant les années 2000, on parlait pas de travailleurs pauvres en France. D'ailleurs, le premier colloque s'appelait Working Poor, parce qu'on a importé la notion des États-Unis. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, travailleurs pauvres, c'est pas une catégorie. Alors, c'est devenu une catégorie, travailleurs pauvres. C'est pas une catégorie qui est très intéressante et instructive, et c'est parce que c'est une catégorie paradoxale. Et par contre, c'est pas une situation qui est paradoxale, étant donné les politiques que l'on a mis en place depuis 30-40 ans, disons.
Voilà. Donc, travailleurs pauvres, voilà, ça heurte, dans un certain sens, ça heurte un petit peu notre sens de la justice et du mérite, dans le sens où, bon, on ne devrait pas être travailleur et pauvre. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut revenir à ce concept. Donc, travailleurs, qui sont les travailleurs pauvres? C'est les gens qui sont travailleurs et qui sont pauvres. Mais le travail et la pauvreté sont définis dans deux champs différents en sciences sociales. Donc le travail, c'est le champ de l'emploi et travailleurs, selon l'enquête emploi, généralement, on considère qu'une personne est travailleur si elle a travaillé au moins 1 heure dans la semaine de référence. Donc être travailleur, c'est un individu et il est travailleur à un moment. Vous êtes travailleur ou vous n'êtes pas travailleur. Mais vous pouvez être travailleur une semaine et puis la semaine suivante ne pas travailler, ou le mois suivant, ou vous pouvez être chômeur la moitié de l'année ou inactif. Et vous pouvez aussi avoir un conjoint chômeur ou inactif. Donc ça, c'est travailleur. Pauvre, ça a été défini dans le champ social et c'est défini généralement dans l'enquête revenu fiscal parce que est pauvre une personne qui est dans un ménage ayant un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian. Donc ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que la pauvreté est définie au niveau du ménage. C'est les individus qui sont pauvres, mais en fait quand un ménage est pauvre, tous les individus dans le ménage sont pauvres parce qu'on suppose qu'il y a un partage intégral des ressources au niveau du ménage. Donc si votre conjoint est chômeuse ou chômeur, votre conjointe est chômeuse ou votre conjoint chômeur, bah vous pouvez être travailleur et pauvre du fait finalement du chômage ou de l'inactivité de votre conjoint ou du nombre d'enfants. Donc on voit qu'on a deux concepts, un individuel à un moment donné, un ménage tout au long de l'année. Et donc on a l'impression que si vous êtes travailleur pauvre, vous êtes travailleur malgré le fait que vous travaillez. Mais en fait, le déterminant de la pauvreté des travailleurs, c'est généralement pas les faibles salaire horaire, c'est le faible nombre d'heures travaillées durant l'année. Et généralement, le déterminant principal, c'est le chômage. Alors, son chômage pendant l'année, pendant 6 mois de l'année, ou le chômage de son conjoint, ou l'inactivité de son conjoint. Donc voilà. Alors qu'on a le terme travailleur pauvre, ça donne l'idée que finalement, et ça a été dit en introduction d'ailleurs, on est pauvre malgré le fait qu'on travaille, et donc que le travail ne paye pas assez. Mais en fait, le déterminant, c'est le faible nombre d'heures travaillées. Voilà. Donc ça, et donc du coup, il n'y a pas de paradoxe en fait. On peut être travailleur et pauvre, c'est juste que en fait, on travaille pas assez dans l'année, ou son ménage avec son conjoint ne travaille pas assez dans l'année. Et donc c'est un problème. Donc c'est un problème descriptif parce que en fait, le terme ne donne pas la bonne idée, mais c'est aussi un problème normatif de parler de travailleurs pauvres, notamment parce que si on dit bon, il y a telle proportion de travailleurs pauvres, ça doit vouloir dire qu'on veut à tout prix baisser les travailleurs pauvres. Or, il y a des situations qui sont probablement qu'il faut accepter, où il y a plus de travailleurs. Et donc là, je vais donner un petit exemple. C'est, disons que avec l'idée qu'il ne faut pas que les travailleurs soient pauvres, il y a aussi l'idée qui finalement est pas cohérente qu'il faut lutter contre la pauvreté par le travail. Or, si vous avez des inactifs pauvres et que vous les faites travailler sur des emplois à temps partiel, l'inactif pauvre va devenir travailleur pauvre. Donc, vous allez augmenter, en faisant cela, vous allez augmenter la proportion de travailleurs pauvres. Donc, si toute chose égale par ailleurs, on pense qu'il vaut mieux qu'une personne qui est pauvre travaille à mi-temps plutôt que ne travaille pas. Alors, il ne faut pas utiliser l'indicateur de travailleur pauvre parce que lorsque on passe d'inactif à travailleur à temps partiel pauvre, eh ben on augmente le nombre de travailleurs pauvres. Le fait que ça soit un mauvais indicateur, là je reviens un petit peu en arrière, c'est aussi montré par l'aspect genré de l'indicateur. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, en fait le précariat évidemment touche plutôt les femmes. Donc 2/3 des travailleurs à bas salaire mensuel, sont des femmes. Par contre,
si vous regardez les travailleurs pauvres, 52% des travailleurs pauvres sont des hommes. Parce que le travailleur pauvre, c'est souvent le conjoint de l'inactif pauvre, en fait. Et donc en fait, donc il ne faut pas regarder. Mon argument essentiel, c'est qu'il ne faut pas s'occuper des travailleurs pauvres. Il faut s'occuper d'un côté de la pauvreté et de l'inactivité et des inégalités. Par exemple, si un inactif pauvre prend un emploi à temps partiel, les inégalités il va augmenter son revenu, les inégalités vont baisser. Donc là, l'indicateur va dans le bon sens. Et puis, il faut regarder évidemment aussi qui sont et aussi la proportion de travailleurs précaires et de travailleurs à bas salaire. Donc, et là, c'est cohérent. Les bas salaires, c'est quelque chose d'individuel, comme le travail qui est individuel. Les ménages pauvres, la pauvreté, c'est quelque chose qui a à voir avec le ménage. Et alors là, maintenant, si on regarde plus qui sont les travailleurs pauvres, donc à 52% des hommes, mais si on regarde qui sont les travailleurs à bas salaire mensuels, alors on se rend compte. Donc les bas salaires mensuels, c'est à peu près c'est le seuil de bas salaire mensuel, c'est à peu près 1100, 1200 euros, c'est autour du SMIC net. Et donc, si le seuil de bas salaire mensuel, c'est à peu près le SMIC, ça veut dire que les bas salaires aussi sont des personnes qui ne travaillent pas à temps plein dans le mois. Et pourquoi elles ne travaillent pas à temps plein dans le mois? Alors, qui sont-elles? Déjà, ces personnes, c'est des femmes. Et qui sont-elles? C'est des travailleuses en hôtellerie-restauration, c'est des travailleuses en aide familiale, en aide à la personne et ménage. Et tous ces métiers-là, en fait, ils ont comme caractéristique d'être très fragmentés. C'est-à-dire que les personnes embauchent très tôt dans la journée et ils débauchent tard dans la journée aussi. Mais entre-temps, les gens qui sont dans les bureaux, ils travaillent, ils n'aiment pas avoir le ménage fait pendant qu'ils travaillent, et donc du coup, entre-temps, le travail est fragmenté, elles peuvent pas, et ces personnes-là ne peuvent pas travailler. En fait, le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas travailler à temps plein. C'est pas qu'elles le veulent pas, mais c'est qu'elles ne peuvent pas travailler à temps plein. Parce que le travail est fragmenté dans la journée, où il faut aller d'une personne à une autre personne, pour les personnes qui travaillent pour des individus. Et donc voilà, donc finalement, pour répondre à cette question-là, je pense, et alors que faire du coup en termes normatifs, quelle sera la meilleure prescription? Il y a deux choses, c'est que s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de travailleurs pauvres. Donc si on mettait le RSA au seuil de pauvreté, par exemple, il n'y aurait pas de travailleurs pauvres parce que tous ceux qui ont des revenus supérieurs et qui pourraient cumuler un peu de revenus avec leur RSA, ils ne seraient pas pauvres. Donc, une des solutions, alors, peut-être pas aller jusqu'à 60%, jusqu'au seuil de pauvreté à 60%, mais une des solutions, c'est d'augmenter le RSA. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? En disant il faut lutter contre la pauvreté des travailleurs, il faut que le travail paie, finalement la conséquence a été une baisse du RSA qui a été en 89, qui a été mis à 50, le niveau du RSA pour une personne seule sans enfant, c'était 50% du SMIC. 39 heures à l'époque, et maintenant c'est 42-43% du SMIC 35 heures. Donc ça a beaucoup baissé relativement au salaire et au salaire horaire et au bas salaire. Donc si on augmente le RSA, mécaniquement les gens lorsqu'ils reprendront des emplois au-dessus du RSA, si on les laisse cumuler avec de la prime d'activité, même si le cumul est moins fort qu'aujourd'hui, mécaniquement, avec peu d'heures, ils vont réussir à sortir de la pauvreté. En tout cas, avec moins d'heures travaillées qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de travailleurs pauvres. Et si les pauvres non plus ne travaillent pas, il n'y aurait pas de travailleurs pauvres. Mais on n'a peut-être pas envie d'aller dans ce sens-là. Donc, première chose, augmenter le RSA.
Deuxième chose, lutter contre le travail fragmenté. Donc dans les métiers de ménage, de restauration, en fait, en régulant finalement ces métiers-là, en obligeant les entreprises de nettoyage, par exemple, à proposer des emplois à plein temps, pas fragmentés du coup. Et aussi, alors il y a beaucoup de choses aussi à faire. Pour les parents isolés, il y a des aides à la garde. Donc on sait que les parents isolés sont ceux qui répondent le plus aux incitations. Donc une des incitations, ça serait de baisser le coût des gardes et d'augmenter la disponibilité et baisser le coût des gardes pour ces personnes-là en particulier, pour qu'elles puissent travailler à temps plein en fait. Parents isolés qui sont 90% des femmes. Et donc voilà. Et aussi, dernier point, la réduction du temps de travail, ça pourrait aider, mais c'est pas vraiment le sens de l'histoire immédiate. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Allègre. Madame Maryse Brisson, sociologue cette fois, c'est à vous. Alors, du coup, j'avais préparé un petit diaporama, mais je ne sais pas s'il va être passé, mais sinon, c'est pas... Ah bon, d'accord. Vous allez voir que c'est pas toujours si différent, économie et sociologie. On fait partie des sciences économiques et sociales, donc il y aura des points communs, évidemment. C'est vrai que c'est un petit peu petit, peut-être en bas, si on met en plein écran. Bon, mais c'est pas grave sinon. Donc, effectivement, je suis professeure de sociologie, comme... ça a été rappelé. Oula. Ah bah si, c'est un peu plus... Et donc, à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait partie du grand établissement Université Paris-Saclay. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'abord de rappeler, moi aussi, alors forcément, ça va rejoindre un peu des éléments de définition, mais j'ai travaillé non seulement sur la pauvreté, mais aussi sur la question de la précarité. Donc, je vais revenir sur ces questions. Après, puisque c'est l'intitulé de ma conférence, je vais dire pourquoi donc le travailleur pauvre, effectivement, me semble être une figure qui dérange. En tout cas, c'est l'expression que j'ai donnée. Et moi aussi, je vais vous parler de normes, mais pas dans le même sens tout à fait. Mais bon, je vais vous parler plutôt de l'enjeu, alors comme sociologue, de l'intégration et des normes d'intégration, effectivement, notamment emploi, logement et d'autres normes aussi. Donc peut-être passer à la diapositive suivante. Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de pauvreté, précarité. J'avais fait ma thèse, je vais revenir sur les sans domicile fixe. Et une des choses qui m'a frappée très vite, c'est qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce qu'on appelle les problèmes sociaux. On peut les aborder à partir de la question de l'exclusion, d'être mis en dehors d'un groupe. On peut les aborder à partir d'une vulnérabilité au choc. On peut les apporter à partir du critère du manque. Et la pauvreté, c'est aborder ces problèmes à partir d'un manque matériel ou quelquefois d'ailleurs moral. Et quand on définit la pauvreté à partir d'un manque, la question qui se pose, c'est de quoi est-ce que les individus manquent et à partir de quel degré aussi on peut parler de pauvreté. Donc effectivement, la définition la plus souvent retenue par les statistiques, par l'INSEE, c'est notamment une définition monétaire. On manque d'abord d'argent et de monnaie dans nos sociétés. Et donc, en dessous de certains seuils, donc effectivement, il y a un des seuils qui a été cité par Guillaume Allègre, le seuil de, alors je ne sais plus lequel d'ailleurs a été cité, c'était 60, c'est ça, de 60%. Alors, au seuil de, donc le revenu médian, c'est quand on a la moitié de la population qui est au-dessus de ce seuil et la moitié en dessous. Et donc, à ce seuil du revenu médian, on a au seuil de 60% du revenu médian, on est à un peu plus de 9 millions de pauvres, 14,5%, donc qui vivent avec moins de 1 158 € par mois par unité de consommation à l'intérieur du ménage. Ce à quoi je voudrais insister au-delà des chiffres, non parce que je vais quand même parler aussi de ces 50%, mais c'est le côté très conventionnel et arbitraire. Et donc, effectivement, moi, le chiffre que je vais davantage développer, c'est celui de 50% du revenu médian. Donc, le revenu médian, il est à 2 fois 965 €, un peu plus de 1900. Et donc, effectivement, du coup, là, on est 8% de la population qui vit avec moins de 965 € par mois. Donc, effectivement, on passe de 8% à 14,5% selon la définition qui est un seuil relativement arbitraire. Voilà. Je vais quand même insister sur cette question quand on parle de pauvreté. Donc,
Alors du coup, si on voit l'évolution, puisque au-delà des chiffres, on voit bien qu'il y a aussi une question d'aggravation et de difficulté. Donc effectivement, d'abord, il faut se souvenir que dans les années 70 jusqu'au début des années 80, la pauvreté était plutôt vue comme un phénomène en baisse et on espérait même en voie de disparition. Et notamment grâce à l'amélioration de la situation des personnes âgées, qui étaient donc des personnes, une catégorie de population qui était particulièrement touchée par la pauvreté. Donc c'est surtout, effectivement, comme l'a rappelé mon collègue, alors peut-être à partir du milieu des années 90, on y reviendra, mais surtout au début des années 2000, qu'on a un tournant où la pauvreté progresse à nouveau. Et donc, notamment, parmi les explications, il y a le chômage, il y a aussi les familles, alors nous, en sociologie, on dit peut-être plus familles monoparentales, où voilà, ce sont les parents isolés, et la précarité pour les plus jeunes aussi. Et depuis 2021, donc au moment de la crise Covid, politiquement, il y a eu une volonté effectivement d'apporter un certain nombre de garanties, mais depuis 2021, on a une non-reconduction des mesures et on a à nouveau un taux de pauvreté qui est en augmentation. Il y a aussi la hausse de l'inflation. Alors la dimension monétaire n'est pas la seule, il n'y a pas que le manque d'argent. Et donc là, on va croiser la question de la précarité aussi. L'Union européenne a défini des indicateurs de privation matérielle, précarité énergétique. Alors, précarité donc énergétique, c'est quand on n'a pas accès, par exemple, au chauffage, à l'électricité. Je crois que vous avez parlé d'eau aussi. Donc, la précarité alimentaire, ne pas pouvoir se nourrir correctement. La précarité numérique, ne pas pouvoir se payer un accès à Internet. Et donc, quand on cumule la question monétaire et les accès à ces, alors on dit quelquefois aussi biens de base essentiels, on est à plus d'une personne sur 5 en France métropolitaine, 21% qui sont en situation de pauvreté monétaire ou de manque matériel et social. Donc, alors, quelles sont les causes? Donc là aussi, je vais rejoindre un certain nombre d'éléments qui ont été donnés. C'est vrai que la cause qui est la plus souvent mise en avant, y compris dans les politiques qui sont menées, c'est la question de l'emploi. Et donc, moi j'avais travaillé sur ces questions donc dès les années 90. La solution, c'est, selon les cas, le plein emploi ou le fait de remettre ces personnes à l'emploi et au travail. En réalité, la dégradation de la qualité de l'emploi est une des causes de la pauvreté. Donc là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume Allègre. Donc la précarité de l'emploi, c'est au sens de l'INSEE, là aussi, les contrats à durée déterminée, donc le fait qu'on ait des interruptions dans les emplois, l'intérim, les stages, l'apprentissage, toutes les situations qui dérogent à la norme. Alors, je parle de norme aussi, là, mais la norme de l'emploi à temps plein et à durée indéterminée, qui était effectivement dominante jusqu'aux années 80-90 et qui va être, alors elle est toujours dominante à certains égards, mais mise à mal effectivement dans notre société. Et j'ajouterai quand même aussi qu'il n'y a pas que cette dimension-là de précarité. Il y a aussi la précarité du travail qui touche y compris des personnes avec un CDI ou des fonctionnaires. Et là, c'est tout ce qui touche à l'activité. Le travail, pour un sociologue, c'est le contenu de ce qu'on fait. Et effectivement, on peut aussi être dans des situations qui sont particulièrement à risque psychosociaux, où le contenu de ce qu'on fait, la reconnaissance de l'activité que l'on a, sont fortement dégradés. Donc ce terme précarité, donc moi il m'a particulièrement intéressée dans mes travaux. En fait, il s'applique plus largement aux liens sociaux, pas seulement au travail et à l'emploi. Et donc c'est tout ce qui va toucher effectivement à nos liens. Ça peut être aussi à la famille, ça peut être à tout ce qu'on appelle les supports sociaux au sens large. Donc on a la déliaison sociale qui peut effectivement nous mettre aussi en situation de vulnérabilité et qui interroge la cohésion sociale. Je vais peut-être passer à... Alors, je vais quand même vous donner quelques chiffres sur la précarité de l'emploi. Les chiffres sont un peu différents, mais comme l'a rappelé Guillaume Allègre aussi, là on cible vraiment sur la question de l'emploi, du cadre dans lequel on exerce son activité. Et donc là on atteint, malgré tout j'ai dit le CDI reste majoritaire, on a 15,3% des emplois salariés, donc qui sont définis comme précaires au sens de l'INSEE. Donc là, on ne parle pas, mais on peut en parler des emplois qui sont à temps partiel. Et il y a eu une progression très forte qu'on voit sur le schéma de droite. Alors, ce schéma de droite, il montre qu'on est passé de 7%, il y en existait déjà, d'emplois précaires, à effectivement presque 14%, donc quasiment le double en 2000.
Et actuellement, on est à 14,5%. Donc depuis, il y a plutôt une relative stabilisation, même si ça continue à augmenter. Alors l'emploi salarié n'est pas précarisé dans son ensemble. Ce sont surtout les salariés peu diplômés et surtout les jeunes qui ont un emploi précaire. Et donc le deuxième schéma que je vous ai mis, c'est effectivement par rapport à la jeunesse. Donc mon tableau de gauche, il correspond à ce qui est en bas, entre 7 et 14%. Et on voit que pour la jeunesse, on arrive à 50% d'emplois précaires, là. Donc les moins de 25 ans définis. Donc effectivement, là, on voit que c'est très inégal. Alors, une fois que j'ai rappelé ces éléments à la fois donc, de définition ici sur la pauvreté et aussi sur la précarité de l'emploi et la précarité en général, effectivement, travailleur pauvre, me semble-t-il, c'est une figure qui dérange. C'est une figure qui n'est pas nouvelle. Alors là, j'ai des dates un tout petit peu différentes, mais en fait pas si... Donc on commence à parler de travailleurs pauvres dès les années 60, parce qu'on se rend compte que malgré l'instauration donc, du SMIC, du salaire minimum, avoir un emploi ne protège pas nécessairement de la pauvreté. Alors c'est vrai que c'est notamment le cas de ceux qui travaillent à temps partiel, de ceux qui alternent des périodes de travail précaire et chômage. Moi, j'ai commencé donc ma thèse dans les années 1990 sur les sans-domicile, et c'était quelque chose qui était très difficile à entendre à l'époque, mais que je voyais sur mon terrain comme sociologue. Il y a des sans-domicile, enfin il y avait dès les années 90, qui étaient en emploi. Donc il y avait toutes des explications sur les SDF qui seraient désocialisés, pas capables de travailler, ou ce genre. Et en fait, moi j'en voyais qu'il y avait un emploi. Donc je vais montrer une donnée statistique là, de l'INSEE. Donc l'INED et l'INSEE ont fait également des enquêtes auprès des personnes qui fréquentent les services d'hébergement, de distribution de repas pour les sans-domicile. Et en fait, on voit qu'en 2012, on avait, alors ça dépend comment on compte, mais seulement 37% d'inactifs, ce qui est minoritaire. Les chômeurs, demandeurs d'emploi, c'est donc ceux qui ont travaillé il y a peu de temps. Et puis, il y avait 24% qui étaient en emploi. Donc effectivement, on voit que ce n'est pas une désocialisation totale de ces populations et qu'il y avait déjà même des sans-domicile en emploi. Alors, si je prends maintenant il y a aussi des chiffres sur les travailleurs pauvres. Donc évidemment, et donc ça vous a été, donc j'irai plus vite, bien expliqué par Guillaume Allègre avant. En réalité, le travailleur pauvre, c'est pas le travailleur qui a un emploi précaire. C'est le travailleur qui vit dans un ménage qui est pauvre, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc effectivement, on va se retrouver avec des chiffres différents, enfin un peu différents, et avec des réalités qui peuvent être un peu différentes. Donc en 2022, on avait... Alors, ça dépend des seuils de pauvreté, on l'a dit tout à l'heure, mais plus d'1 million de personnes qui exercent un emploi, mais qui sont dans un ménage en dessous du seuil à 50% du revenu médian. Et si on fixe le seuil à 60% du revenu médian, on double le nombre de travailleurs pauvres, du coup, de travailleurs qui vivent dans des ménages. Donc, effectivement, on est en dessous du seuil de pauvreté, à 60% du revenu médian. Donc, plus de 2 millions. Ce qui est aussi très important à souligner, et ça va avec cette question de la pauvreté et pas seulement du chômage, c'est que malgré la baisse du chômage, ce chiffre n'a pas baissé. Donc, parmi les travailleurs pauvres, et ça a été rappelé, ce sont beaucoup des femmes seules, et donc en charge de famille, et les inégalités salariales, le temps partiel subi. Pour les familles, notamment pour les mères isolées, donc les familles, ce qu'on appelle monoparentales, produisent effectivement cette situation de travailleurs pauvres. Alors du coup, là, on ne voit pas bien, donc je vais essayer de retrouver... non, mais c'était un petit encadré qui résumait, mais ça vous a déjà été expliqué, donc j'ai moins de scrupules ici. Alors, il faut juste que je retrouve, moi aussi, mon petit schéma. Voilà. Donc, un travailleur pauvre, c'est une personne qui travaille au moment de l'enquête de l'INSEE, mais dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Ce n'est pas la rémunération individuelle du travail qui est en cause, mais le niveau de vie global de la famille. Et donc, une personne qui travaille pour un salaire très faible, SMIC à temps partiel, par exemple, n'est pas considérée comme pauvre si elle est dans une famille avec un conjoint qui a un revenu qui permet de sortir de la pauvreté. Par contre, inversement, même une personne qui travaille avec au-dessus du SMIC, mais qui a charge de famille, comme on dit, avec un conjoint inactif, des parents âgés ou des enfants effectivement nombreux, etc., va se retrouver dans cette situation de travailleur dans un ménage pauvre. Alors,
la question donc, qui était posée, c'était aussi celle de l'interprétation et des solutions, entre guillemets, par rapport à l'interprétation. Donc moi, je vous ai dit que j'avais beaucoup travaillé sur la question des sans-domicile et du logement. Ce qui m'avait particulièrement intéressé à propos des sans-domicile et des sans-domicile qui travaillaient, c'est qu'on voit que l'enjeu, alors pour les SDF, on parlait plus d'exclusion d'ailleurs, et donc je m'étais intéressée à l'enjeu de l'intégration. L'enjeu de l'intégration, pour être intégré, il faut remplir des conditions. C'est ça que j'appelle aussi des normes. Voilà. Il faut avoir un certain nombre. C'est pas se comporter de telle ou telle manière, c'est avoir un certain nombre d'attributs qui font que les autres nous regardent comme intégrés. Et finalement, avoir un emploi, mais quel emploi? Ça fait partie des attributs qui font qu'on nous considère comme intégrés. Avoir un logement aussi. Donc ce ne sont pas des mécanismes d'intégration, ou en tout cas si on les considère seulement comme ça, on ne va pas se rendre compte des difficultés effectivement qu'on a, mais ce sont des normes sociales en tension, la norme logement, la norme travail, en tout cas je l'avais appelé comme ça, il faut avoir un travail, avoir un logement. Et donc si on considère qu'il faut travailler pour mériter l'intégration et que le travail suffit ou devrait suffire à protéger de la pauvreté, on s'empêche de lutter contre la pauvreté, parce que ce n'est pas comme ça que cela fonctionne dans la réalité des mécanismes économiques, sociaux de notre société. L'emploi n'est de fait pas une voie d'accès suffisante vers le logement. Les SDF le montrent, la jeunesse aussi, les jeunes qui ont un emploi, on a vu tous les emplois précaires et qui doivent rester chez leurs parents, le montrent aussi. Alors, il y a alors dans les politiques qui m'ont beaucoup intéressée, puisque il y a la politique dite du logement d'abord, housing first. Donc, dans les années 2000, est apparue une philosophie d'intervention nouvelle qui, alors, puisque moi, dans ma thèse, j'avais dit, oui, la norme logement est plus importante et on est particulièrement exclu quand on n'a pas de logement, etc. Je me dis, là, c'est bien. On commence à dire que le premier besoin d'une personne, son domicile, c'est d'avoir un foyer et que le travail passe après. D'ailleurs, la santé aussi. Et donc, c'est d'abord aux États-Unis qu'il y a eu un programme de Housing First. Et puis, la France, donc plus tardivement, en 2009, il y a différents dispositifs qui consistent à donner l'accès à un logement de façon inconditionnelle. Et donc, notamment, pas de conditions de revenus, pas de conditions non plus liées, parce que c'était souvent le cas dans ces types de dispositifs, à la consommation d'alcool, de drogue ou à une absence de casier judiciaire. Alors, souvent, on considère que les programmes qui sont mis en place sont plutôt réussis. En réalité, ce sont des programmes qui restent toujours limités, souvent au nom de la valeur travail, justement, et parce qu'on ne veut pas non plus donner trop facilement un logement à des personnes qui ne passeraient pas d'abord par l'intégration, par le travail et l'emploi. Et donc, beaucoup de dispositifs sont réservés aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de ceci, cela, justement pour ne pas, on ne va surtout pas en donner aux jeunes, un peu comme le RMI ou le RSA, pour ne pas décourager au travail. Ce qui est un argument, vous avez compris, qui ne me convainc pas du tout, donc, puisque je pense que ça ne suffit pas. J'ajouterai que ces programmes ont eu une autre importance dans mes travaux, c'est qu'ils m'ont montré, et je pense qu'on va en parler, que simplement dire il y a des dispositifs comme ça, je vous donne une clé, un logement et un travail. Et puis on s'attendait à ce que les personnes acceptent d'aller travailler à l'autre bout de la France, dans des endroits très éloignés, très ruraux, etc. Et ça marche des fois, je ne voudrais pas dire, mais souvent ça ne marche pas parce qu'il faut aussi un ancrage et une sociabilité. Et donc là, ce qu'on voit bien, c'est que pour être intégré, il ne faut pas seulement non plus avoir un logement, avoir un travail. Il y a aussi la question, effectivement, de nos liens, simplement, et de nos liens sociaux, ce qui touche à l'autre question de la précarité. Donc moi, dans mes premiers travaux, j'avais parlé, mais du coup, j'évolue aussi d'un nouveau contrat social, parce que je disais, finalement, on ne sait pas quels efforts travailler, ça ne veut pas dire grand-chose. Avoir un emploi, quel type d'emploi? Et voilà. Donc, on ne sait pas quels efforts la société peut exiger pour nous donner accès à l'intégration. Et donc, je disais, du coup, il faudrait définir un nouveau contrat social, si on est dans une logique, effectivement, républicaine, et puis de choix, etc. Donc, choisir des conditions qui garantissent les attributs de l'intégration, notamment l'accès au logement. Et donc, c'est notre responsabilité de ne pas le faire. Donc ça, c'est ce que j'écrivais dans les années 90. Du coup, je m'autocite, mais bon.
Et alors finalement maintenant aujourd'hui, mais bon, je dirais qu'il y a au moins 4 pistes d'action, et donc ça rejoint. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu de définition de la norme travail. Quel emploi, quel travail on considère comme devant être atteint, ou quel effort, si on parle d'effort, quelle activité devrait être atteint selon nous pour être intégré. Et après, il y a d'autres politiques qui peuvent être mises en place pour garantir dans ce cas-là. C'est l'idée, évidemment. Donc, sur le logement, effectivement, il n'y a pas de conditions nécessaires et suffisantes qui soient connues pour accéder au logement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel, parce que je continue de penser que, évidemment, quelqu'un qui n'a pas accès à un logement et à un logement autonome est particulièrement en difficulté d'intégration dans nos pays. C'est un marqueur aussi de pauvreté et d'exclusion qui est très fort. Alors, je ne voudrais pas oublier la protection sociale. Et donc, effectivement, on voit bien qu'à travers la question de l'emploi, il y a aussi tous les droits et les droits sociaux qui étaient accrochés, on a parlé du précariat, au contrat de travail, et notamment au CDI à temps plein à durée indéterminée. Une des raisons pour lesquelles l'emploi précaire amène la pauvreté, c'est pas seulement parce qu'il y a des intermittences dans le revenu, même si ça compte aussi, mais c'est aussi parce que ça nous fait perdre un certain nombre de droits. De droits, alors on le voit par rapport à la retraite, il faut avoir, surtout dans le contexte actuel, mais aussi de droits à la santé, de prise en charge médicale, de prise en charge de tout un tas de risques et de difficultés qui ne le sont plus tout à fait quand on dépasse déjà un certain temps sans avoir eu un emploi dans telle ou telle condition. Et donc la question de la protection sociale et de ce qui n'est plus tout à fait accroché à l'emploi me paraît majeure. Et là-dessus, j'ajouterais que donc ça me paraît très dangereux, je vais le dire en conclusion, mais toutes les politiques qui visent à réduire les charges, parce qu'on enlève du financement à la protection sociale et qu'en fait, ce n'est pas du tout neutre en termes d'intégration. On va donner accès à un emploi, mais de plus en plus dégradé de ce point de vue-là aussi. Et donc la sociabilité, effectivement, qui est quand même quelque chose, alors paradoxalement peut-être comme sociologue que j'avais moins étudié, mais je pense qu'il y a une valeur des liens sociaux en soi. J'ai un collègue, Serge Pogam, qui est très connu, qui a travaillé en tout cas en sociologie de la pauvreté-précarité, qui parle des régimes d'attachement et de l'articulation des liens. Et je pense qu'effectivement, les liens au travail, les liens de proximité, tous les liens peuvent être pensés comme un tout qui permet l'intégration. Ça, c'est une intuition qui me paraît très forte et intéressante, selon les sociétés. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a des limites de l'emploi d'abord, mais aussi du logement d'abord, que toutes les politiques qui promeuvent un emploi dégradé ne me semblent pas très convaincantes, avec un recul des droits sociaux, des baisses de charges. Ce qui est important, c'est de repenser à l'échelle des normes d'intégration, de leur articulation, de relégitimer la redistribution, parce que la protection sociale est vue quelquefois comme de l'assistanat, et en fait non, il y a aussi des liens derrière, il y a aussi des choses qui sont faites, produites, des liens qui sont construits. Donc voir penser la répartition en dehors du marché. Donc j'avais parlé d'un nouveau contrat social, mais alors je n'avais pas noté que mon collègue économiste avait aussi travaillé sur les questions de revenus. Alors je ne sais plus quel est le terme qu'on emploie, mais dans votre cas. Mais moi j'ai aussi, alors du coup je dis ici, donc mon beau-père Yolande Bresson, qui avait travaillé sur le revenu d'existence. C'est aussi des pistes, en tout cas voilà, avec un socle qui permet effectivement de sortir de cette nasse de la pauvreté, qui me paraissent des pistes intéressantes. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Bresson. La parole vous est donnée, Madame Anne-Marie de Pasquale. Vous êtes déléguée nationale à TD Garmonde. Alors, j'ai un schéma éventuellement à un certain moment. Merci. Eh bien, je vous remercie. Donc oui, je représente le mouvement ATD Garmonde, Agir tous pour la dignité, un mouvement qui a pour but, vous connaissez peut-être, d'éradiquer la misère pour permettre à tous, à toutes de vivre à égale dignité. Et ce mot est vraiment important, ATD, Agir tous pour la dignité, en s'appuyant sur les droits. Et ça, c'est aussi fondamental, à travers des actions collectives. Le fondateur, en 1957, s'est engagé avec des personnes très pauvres qui vivaient dans un bidonville à Noisy-le-Grand. Et ensemble, ils ont pu faire reconnaître la pauvreté
comme une violation des droits de l'homme. Cette notion a été reconnue par l'ONU beaucoup plus tardivement, en 2012, mais on est fiers de dire qu'elle est maintenant inscrite dans les principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme de l'ONU. Alors, je ne suis pas venue comme experte, en tout cas de chiffres ou de théories, mais je suis venue, comme vous l'avez dit, avec mes connaissances de terrain. Je suis venue en ayant dans mes pensées des personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui, et j'ai essayé aussi d'apporter leurs phrases et leurs mots que j'essaierai de dégrener tout au long de ma présentation. Je voulais commencer en disant que lorsqu'on est pauvre, on a vite le sentiment de perdre sa dignité. Et là, je vais citer une personne qui dit « On est mal perçu dans le monde extérieur, on se sent diminué et inférieur face au regard des autres, on a la sensation d'être inutile. On est rejeté, mal regardé, mal considéré, on nous parle mal, on est harcelé, on est transparent, on est des fantômes, on n'existe pas. » Et tout ça, on peut le ressentir quand on n'est pas pauvre, on peut se dire qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont diminués. Mais ce regard, il est double. Et l'important, c'est de pouvoir penser ensemble et agir ensemble pour se dire avec ces mots-là comment on va agir pour accéder aux droits et pour finalement être reconnu comme citoyen dans sa dignité. Alors, je peux citer le rapport qui a été fait par notre fondateur Joseph Wresinski, qui siégeait au Conseil économique et social. En 1987, ce rapport a fait date, grande pauvreté et précarité économique et sociale. Et là, j'en viens tout de suite au sujet de notre conférence, où dans ce rapport, l'emploi est défini comme la principale des sécurités, celle qui conditionne toutes les autres sécurités, celle à laquelle les plus démunis aspirent comme tous les autres travailleurs. La fin de la phrase est importante aussi. Elle dit bien que les personnes qui n'ont pas d'emploi ne s'en satisfont pas et aspirent également à un emploi. La pauvreté, comme le dit une personne, et pas en 1957, mais très récemment, c'est s'inquiéter tout le temps pour l'argent. Si tu as une facture que tu n'arrives pas à payer, on te met l'huissier. On veut trouver un travail. Mais dans l'urgence, on doit courir après les aides, déployer des tonnes d'énergie pour en trouver. On n'a plus de temps, plus d'énergie pour trouver un boulot. Pour que l'emploi joue le rôle de sécurité, il doit permettre de sortir de la précarité, comme l'a souligné Maryse avant moi. Nous refusons de soutenir l'idée que le précaire, c'est mieux que rien, parce que ça, c'est une logique qui s'installe et qui fait accepter une zone de pauvres droits pour des gens qui sont considérés de toute façon comme des moins que rien, et on s'en satisferait. Pas du tout. Je peux prendre le parallèle avec le logement, comme ça a été fait tout à l'heure. On peut dire qu'un hébergement, c'est mieux que rien. Mais ça empêche d'accéder à tous les autres droits. Et je vais donner deux exemples. Celui d'une personne qui, un soir, en venant à une réunion avec ATD Quart Monde, nous dit « C'est la première fois que je peux venir le soir, parce que maintenant j'ai un logement. Avant, j'étais en centre d'hébergement, je n'avais pas l'autorisation de sortir après 21h30. » Ou une autre personne qui nous dit « Je viens d'être mise à la porte 3 jours de mon foyer, parce que j'avais un parent qui était de passage, je l'ai reçu et je l'ai hébergé. » Qu'en est-il de l'accès aux droits dans ces conditions? Eh bien, l'emploi précaire, c'est pareil. Et là, je vais citer une autre personne qui nous dit « Si tu enchaînes les contrats aidés, tu t'en sors jamais. Tu vis constamment avec le frein à main. Tu ne feras pas de projet, ni pour toi-même, ni pour tes enfants. On te dit qu'on te met le pied à l'étrier, mais il manque le cheval. » Effectivement, ça empêche de se construire des sécurités pour soi et pour sa famille. Et comme le regard des autres pèse lourd, être pauvre, eh bien, entraîne à pas forcément recourir aux droits auxquels aux conditions auxquelles on a droit. Alors, je voulais quand même ne pas rester sur la pauvreté monétaire, et c'est là où je vais vous demander de présenter. Il n'y a qu'une vue, hein, c'est la même chose. Un schéma qui correspond à une recherche qu'on a menée au niveau international, avec le mouvement international ATD Quart Monde et avec l'université d'Oxford, parce que depuis toujours, on a travaillé avec des chercheurs et des universitaires. Donc ce travail a été croisé entre des universitaires, des praticiens, et c'est mieux comme ça, merci, et des personnes qui vivent la grande pauvreté. Il a été fait dans 6 pays du Nord et 6 pays du Sud, donc la France, mais aussi les États-Unis et le Royaume-Uni, et également le Bangladesh, la Tanzanie et la Bolivie. Et des personnes, ensemble, ont travaillé pendant 3 ans
la recherche a abouti en 2019 pour identifier plusieurs dimensions de la pauvreté au-delà de la pauvreté monétaire et matérielle. Vous voyez que ce schéma, ce n'est pas du tout une pyramide. C'est une sorte de cercle où on a retenu 8 dimensions qui sont toutes liées les unes aux autres. Alors bien sûr, il y a la privation matérielle et de droits, c'est celle qui est en bas, toutes les questions monétaires, financières et matérielles, mais il y a aussi toutes les autres. Et leur interdépendance montre qu'en agissant sur l'une, il faut aussi agir sur les autres et que tout cela peut travailler ensemble. Le deuxième élément qu'il y a dans ce schéma, je ne veux pas lister tout ce qui apparaît, parce que je vais aussi parler du travail plus précisément. Le deuxième élément qui est quand même important à souligner, c'est les deux mots qui sont au centre, la notion de combat et la notion de dépendance. Alors dépendance, ça veut dire domination, ça veut dire soumission, mais combat, ça veut dire aussi résistance pour surmonter les épreuves. Et c'est une qualité que nous avons vraiment souhaité mettre en avant des personnes pauvres, cette notion de combat. Nous réfutons aussi la notion de vulnérabilité qu'on retrouve un peu trop souvent. On parle des personnes fragiles, des personnes vulnérables. Ils ne sont pas vulnérables, ils ne sont pas fragiles, ils sont dans le combat. Si je veux prendre un exemple d'atelier proposé à laquelle on a assisté à cette proposition, la Banque de France propose des ateliers pour apprendre à gérer son budget. Alors qu'en fait, moi je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de voir comment les plus pauvres réussissent à gérer leur budget avec des revenus aussi insuffisants. On vous a donné des chiffres. Donc faire sortir seulement 50% des pauvres de la pauvreté, ça veut dire rester dans le non-droit pour les autres. On ne va pas imaginer que ce soit une solution acceptable pour une société. Alors je vais maintenant vous parler de l'expérience qui a été annoncée, Territoire zéro chômeur de longue durée. On n'a pas forcément besoin de garder le schéma, c'est comme vous voulez. Je n'ai pas d'autre schéma à présenter. L'expérimentation dont je vais vous parler, celle de Territoire zéro chômeur de longue durée, eh bien, elle a une histoire qui commence avec ATD Quart Monde, qui a été effectivement à l'initiative, parce qu'on mène depuis toujours une réflexion sur l'emploi. Et on a lancé un premier projet pilote en 2002, donc il a un peu plus de 20 ans maintenant, une entreprise qui est à Noisy-le-Grand, toujours dans le lieu où a démarré le mouvement, qui s'appelle TAE, Travailler et Apprendre Ensemble, avec des personnes qui ont connu la grande précarité. Ce projet existe toujours et il a été pensé avec les personnes les plus éloignées de l'emploi. À petite échelle, mais il a donné une inspiration pour Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, 2 exemples que je peux donner, qui se pratiquent encore aujourd'hui à TAE, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. D'emblée, les personnes ont dit, mais non, si on se place dans l'insertion, on reste dans la précarité et on ne va pas pouvoir se projeter, on ne va pas pouvoir donner des sécurités à nos familles. Donc, on a fait le choix de sortir du cadre de l'insertion et d'avoir des contrats à durée indéterminée. Et puis, le deuxième choix, c'est aussi d'avoir une palette de multi-activités pour éviter justement cette notion de travail fragmenté qui a été présentée, par exemple, pour ce qui concerne le ménage. Alors oui, il y a une activité de ménage, par exemple, à l'entreprise TAE, mais les personnes qui font le ménage le matin ou en fin d'après-midi, eh bien, elles font autre chose dans la journée. Parce que quand on a une expérience de vie et qu'on veut travailler, on peut apprendre d'autres choses. Donc quelqu'un peut être amené à faire le ménage le matin, à aller entretenir des espaces verts dans la matinée et à démonter et recycler des ordinateurs dans l'après-midi, ce qui fait qu'il a une continuité de journée. Et là, on arrive dans quelque chose qui permet dignement de sortir de la pauvreté. Alors l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été obtenue par une loi en 2016, une loi qui a été votée à l'unanimité, puis une deuxième loi derrière. Elle se développe maintenant dans 60 territoires. Elle a permis de créer environ 3500 emplois. Ce n'est sans doute pas beaucoup, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur ces territoires, c'était des lieux désertés de l'emploi. Quand on a parlé tout à l'heure de moyenne, eh bien, il faut savoir que dans certains territoires très ruraux ou quartiers politiques de la ville, le revenu médian, il est en dessous du seuil de pauvreté. Et l'emploi, il n'y est plus, au grand désespoir de tous les habitants, mais aussi des élus des collectivités. Ce qui a permis d'avoir les élus, d'avoir tout le monde pour constituer des comités des locaux pour l'emploi et pour se mettre autour de la table avec les personnes privées d'emploi pour aller vers les personnes les plus éloignées, travailler à partir de leurs compétences, de leurs connaissances, en recherchant l'exhaustivité, c'est-à-dire en prenant les chiffres de la privation d'emploi, que ce soit des personnes qui étaient bénéficiaires du RSA ou qui étaient inscrites à Pôle emploi. Alors,
On a donné une moyenne tout à l'heure de 5 à 6 ans, c'est vrai. Et je peux dire que voir une personne de 58 ans signer un contrat et dire « c'est la première fois de ma vie que je signe un CDI », eh ben, ça donne un petit frisson et c'est quelque chose dont on peut être fier. Le retour à l'emploi durable, eh ben, ça va rendre possible l'accès aux autres sécurités, à un logement stable, à la santé, aux droits fondamentaux. J'entends des personnes qui disent « maintenant que je travaille dans le BE, l'entreprise à but d'emploi, excusez-moi, je n'ai plus besoin d'aller au Resto du Cœur. Je peux acheter, je ne suis plus au crochet des autres. » À la banque, le regard de mon conseiller financier a changé. D'ailleurs, je n'avais pas de conseiller financier avant, dois-je ajouter. J'ai pu faire un emprunt pour acheter une voiture. On était dans un logement trop petit avec mes enfants. Grâce au CDI, j'ai pu changer. Et puis aussi des retours qui viennent des acteurs des collectivités ou des élus. À l'école, les enfants qui sont plus attentifs, moins d'absentéisme, le dialogue retrouvé avec les parents. On a aussi pu mesurer une hausse des taux de réussite au brevet des collèges dans certains territoires. Ça n'a pas été mesuré partout, il faudrait le généraliser. On a aussi retrouvé une vie économique pour les territoires, des commerces qui réouvrent, une activité qui reprend, une meilleure prévention de la santé et une vie sociale avec des solidarités qui se renforcent. Et là, je vais citer une élue d'un des premiers territoires qui dit « Coopérer au sein du projet, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement, nous les élus. Ça produit des dynamiques de coopération. Et on pressent qu'elles peuvent être des briques de la transition durable vers un autre modèle économique, social, écologique, culturel et d'implication citoyenne. » Alors bien sûr, comme tout ça n'est pas sur le papier, dans la réalité, il y a aussi des difficultés, mais on montre que quand on s'y attelle tous ensemble à ces difficultés, eh bien, on peut avancer. Donc ce que je veux retenir à ce sujet, c'est que nul n'est inemployable, mais que pour ça, il faut qu'on s'adapte ensemble. Et pas seulement en demandant aux salariés de s'adapter aux contraintes de l'entreprise, mais en permettant à l'entreprise de s'adapter aux salariés et en gardant en considération, bien sûr, les contraintes économiques du monde de l'entreprise. Donc si on veut vraiment sortir de la situation actuelle et du chômage et de l'emploi précaire, il faut créer des emplois en CDI, à plein temps, et les sécuriser. Et pour ça, les besoins ne manquent pas. L'expérience de territoire zéro chômeur montre que ces besoins, ils ne sont toujours pas satisfaits au niveau des territoires. Et tout le monde va y gagner. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Di Pasquale. Merci d'avoir fait entendre en ce lieu la parole des personnes suivies par ATD Quart Monde. Nous allons passer à la deuxième étape de notre conférence publique avec la parole qui vous est donnée pour plusieurs séries de questions. Pour ce faire, je fais appel à mon ami Frédéric Sanchis, qui est quelque part dans la salle. Voilà, simplement pour récupérer le micro ici. Pour les questions que vous auriez. Voilà, Frédéric, tu as une première question sur... Voilà, parfait, super. On va prendre une série de 3 questions. Merci. Bonsoir. Du coup, je voulais poser 2 questions. D'abord, je voulais parler de l'augmentation du SMIC qui n'a pas été évoquée ce soir. Vous avez parlé de l'augmentation du RSA qui, du coup, serait financée par l'État, alors que l'augmentation du SMIC est financée, du coup, par le patron et du coup pourrait permettre qu'un travail paye mieux et du coup qui augmente aussi les cotisations sociales et donc qui permet d'avoir un meilleur salaire différé. Et la deuxième question que je voulais aborder, c'est le grand absent là de ce débat, c'est quand même le corollaire du travailleur pauvre, c'est le patron riche. Et si le travail paye de moins en moins, le capital lui paye de plus en plus. On voit des dividendes qui sont très mirobolants en Europe. Et du coup, je me demandais, si on parle d'un salaire minimum, est-ce qu'on peut évoquer la question du salaire maximum pour permettre de payer mieux le travail ? Merci. Une question d'actualité, effectivement, merci. On va prendre d'autres questions. Merci, bonsoir. J'ai 2 petites questions. La première à la dernière intervenante et la seconde à tous nos amis intervenants. La première question, c'est de peut-être demander à notre intervenante de revenir sur les préventions, les réticences d'ATD Quart Monde par rapport à l'idéologie de la vulnérabilité. Je souhaite peut-être en savoir un peu plus. Iriez-vous jusqu'à dire que l'idéologie de la vulnérabilité
fonctionne comme un obstacle à la prise de conscience de la précarité. C'est mon intuition, mais qui demande à être vérifiée. Je pense qu'on a inventé la vulnérabilité pour cacher l'ampleur capitalistique de la précarité et de la fragilité physique des citoyens. La deuxième question est un petit peu technique et historique et qui concerne une opposition qu'en 1902, Charles Péguy, qui s'y connaît en pauvreté sinon en misère pour l'avoir vécu, opère une distinction, non pas de degré mais de nature, entre la misère et la pauvreté. La pauvreté étant un statut, un comportement, une condition qui permettrait, j'allais dire, de s'en sortir, alors que la misère, elle, c'est la question, enfoncerait systématiquement, c'est le système du harpon, rendrait de plus en plus dépendant celui qui veut sortir de la misère. Voilà ma question, parce qu'on peut aussi, à travers la catégorie un peu vague, mais qui a été clarifiée ce soir, de pauvreté, cacher, masquer et se masquer l'ampleur de la misère dans notre société. Merci. Merci, Charles. On va peut-être passer en fait une première série de réponses à ces questions. Voilà, alors vous avez des micros, vous avez la parole. Peut-être sur une première réponse autour de la hausse du SMIC et en lien peut-être la problématique du patron riche, voire tout simplement richissime. Alors je peux peut-être répondre à cette question. Alors sur le SMIC, il s'avère que finalement, si on regarde, si on fait des comparaisons européennes, le SMIC en France, il est relativement horaire, il est relativement élevé. Et le diagnostic que j'ai fait, c'est l'idée que, mais ça, pas pour ça que les entreprises et aussi les patrons par ailleurs doivent pas payer. Mais ils doivent payer différemment que le SMIC horaire, je pense. Ils doivent payer en faisant en sorte que finalement, en donnant des droits à un passage du temps partiel au temps plein, en ayant des régulations en fait, parce que je parlais du travail fragmenté. Souvent, c'est fait par souvent ce travail fragmenté par exemple dans le nettoyage, c'est fait par des entreprises qui bénéficient ces entreprises-là bénéficient du travail fragmenté. Donc si on met des régulations en disant ben non, en fait le ménage ça va être des personnes à temps plein qui vont le faire et vous débrouiller finalement pour faire le ménage avec des personnes à temps plein, ça va avoir un coût pour l'entreprise que va payer l'entreprise et finalement les consommateurs de ces services. Donc je pense que c'est plutôt vers là et vers aussi les conditions de travail. Moi j'ai pas beaucoup parlé des conditions de travail outre le temps partiel, mais évidemment si on améliore les conditions, le fait qu'en France finalement on mette pas beaucoup l'accent sur les bonnes conditions de travail, on a beaucoup d'accidents du travail, on a beaucoup de handicaps, on a beaucoup de gens qui sont cassés par le travail, le dos cassé, les poignets, les mains, et donc si on met l'accent là-dessus en disant bon bah voilà il va y avoir des régulations en fait ça va coûter aussi à l'entreprise. Et je pense que c'est plutôt vers là qu'il faut aller plutôt que vers le SMIC qui est relativement élevé en France, alors que finalement les conditions de travail sont relativement mauvaises en comparaison avec des pays comparables. Sur le salaire maximum, je pense que ce qui est préférable, c'est des régulations plutôt qu'un plafond finalement de mettre des salariés dans les comités de rémunération, de mettre des salariés 40 à 50% de salariés dans les conseils d'administration. Donc là, on a appris cette semaine que le président d'un groupe mutualiste avait renoncé à plusieurs millions d'euros de primes de départ, mais on peut se demander pourquoi dans un groupe mutualiste il avait droit à ces millions en fait. Donc effectivement, je pense qu'il faut mieux faire en sorte que de mettre finalement des salariés dans ces conseils-là. Et voilà, si le patron de Schtroumpf Mobile, il a besoin d'être hyper payé pour le garder, peut-être que les salariés s'en rendront compte et diront bon bah d'accord, on va le payer 35 millions pour le garder lui, mais peut-être pas en fait. Peut-être qu'ils diront bah finalement 5 millions ça suffira quoi. Merci Madame Bresson, Madame de Pasquale, peut-être sur les mêmes questions.
Alors, du coup, encore une fois, je vais être plutôt d'accord avec mon collègue. Donc, effectivement, par rapport au SMIC, oui, bien sûr, c'est un des enjeux importants, surtout en période d'inflation. C'est clair que voilà, il y a une augmentation du SMIC, il y a aussi le rapport entre salaire minimum, inflation, niveau de vie. Ces questions-là sont quand même complètement incontournables. Et en effet, c'est un enjeu aussi par rapport au financement de la protection sociale dont j'ai parlé. Sur le patron riche, alors c'est vrai qu'en sociologie, je sais pas, on essaie de pas trop accuser quelquefois, peut-être parce que je sais pas non plus. Moi, je suis vraiment d'accord avec l'idée de régulation. Je suis pas dans l'idée de vouloir trouver une figure bouc émissaire. Ce qui me désole plutôt, c'est quand le pauvre est un bouc émissaire et quand on a l'impression que c'est normal qu'il soit pauvre parce qu'il est certainement pas travailleur, pas productif. Alors là, oui, enfin, je suis pas d'accord. Après, accuser d'autres figures, c'est plutôt, je pense, une responsabilité collective, une responsabilité des pouvoirs publics de réguler et d'apporter de la régulation là où effectivement il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circule, là où ça a été montré, mais je pense que mon collègue aurait pu le dire aussi, puis ça se voit de toute façon sur le terrain, je pense, les inégalités sont quand même très, très présentes et en forte augmentation. Et d'ailleurs, les inégalités sont aussi un des critères de définition de la pauvreté. Là, il y a vraiment quelque chose avec une concentration de richesses et puis à côté de ça, un développement de situations très compliquées qui pose la question finalement de la légitimité de ces situations. Et donc c'est là aussi, et puis des régulations. Je suis d'accord avec ce point. Alors après, je ne sais pas si c'était sur les mêmes questions là, donc on ne répondait pas aux autres si. Parce que moi, sur la vulnérabilité, ça m'a bien intéressé, la question qui était posée à ma collègue, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Je vais vous laisser d'abord y répondre, et puis après... voilà. Ah oui. À la distinction misère-pauvreté, ah oui, pardon, c'est vrai. Donc sur la distinction misère-pauvreté, en fait, nous, on a un autre sociologue qui est connu, peut-être parmi les plus connus, Pierre Bourdieu, qui a écrit un livre sur la misère du monde, et il a encore une autre définition de la misère. Donc c'est vrai que c'est beaucoup... voilà, alors je vais essayer de ne pas me tromper, mais c'est une autre conception qui est très intéressante. Donc il résonne beaucoup en termes de champs sociaux, de catégories. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est qu'on peut très bien être... on peut très bien être dans une fraction dominée à l'intérieur d'un groupe, y compris à l'intérieur d'un groupe dominant, ou on peut être dominant d'ailleurs à l'intérieur d'un groupe dominé. Et dans ce cas-là, selon le groupe ou selon le champ dans lequel on est, on va se sentir pas bien à l'intérieur, effectivement, par rapport à notre système de référence. Donc, il prend des exemples de personnes qui sont plutôt dans une situation qui va être considérée comme appréciable, mais on revient aux questions des inégalités ou de la référence, de la relativité finalement, hein. Par rapport aux aspirations qu'on a ou par rapport au groupe dans lequel on est, on va considérer qu'on est plutôt dans une situation misérable, entre guillemets. Et donc, il distingue la grande misère, alors, je ne sais pas si c'est ça, les grandes misères, je pense que c'était plutôt ça la question, de toutes les petites misères, entre guillemets, qui peuvent se retrouver à tous les niveaux. Mais ces petites misères, elles peuvent être, n'empêche, très douloureuses, très problématiques et se poser de manière importante. Donc le mot misère, moi j'ai un peu de mal à jouer avec, entre guillemets, en sens de grande misère, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à cet auteur qui montre finalement comment on raisonne beaucoup aussi en se comparant aux autres. Et donc on est dans une autre dimension peut-être que celle du manque de ressources, de revenus par rapport aux besoins fondamentaux. Mais quand même, et du coup je suis bavarde, mais bon, quand même, il y a une chose à laquelle je pense aussi, c'est la pauvreté relative et la pauvreté absolue. C'est peut-être à ça que ça m'a fait penser aussi. La pauvreté absolue, c'est par rapport à des besoins fondamentaux, quand on n'a pas assez pour manger, quand on n'a pas assez pour se loger. Donc c'est peut-être ça la misère aussi. Alors que la pauvreté relative, c'est justement par rapport à un revenu médian ou par rapport à un écart, donc par rapport au reste de la population dans laquelle on est. Donc, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, mais c'est vrai que tous les mots donnent plein de réalités derrière qui doivent être analysées.
Je vais continuer sur cette question de vulnérabilité. Je pense que la personne qui a posé la question a donné quelque chose de très juste en disant on a inventé ce terme de vulnérabilité pour cacher la caractéristique de la pauvreté. Effectivement, lorsqu'on met d'autres mots, ça permet de donner un habillage et de masquer la réalité. Je peux prendre l'exemple aussi de... J'étais l'an dernier à l'ONU lors du forum de haut niveau. Alors, un des grands titre phare de l'agenda 2030, c'est ne laisser personne de côté. Cette parole, elle a été pensée pour éliminer la pauvreté, ou en tout cas la grande pauvreté, sauf qu'aujourd'hui, à l'ONU et bien ailleurs, ne laisser personne de côté, ça se décline avec d'autres personnes qui sont laissées de côté, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes migrantes, les minorités de genre. Et finalement, on oublie d'énoncer la pauvreté. Et les premières catégories de personnes dont j'ai parlé, elles sont présentes à l'ONU, elles sont représentées et elles prennent la parole. Je ne sais pas, je suppose même qu'ici, si vous aviez à évoquer la situation du handicap, par exemple, peut-être qu'une personne en situation de handicap viendrait elle-même prendre la parole. Et là, on parle de pauvreté, elle n'est pas là. C'est moi qui ai essayé de donner la parole, mais ce n'est pas la même chose. Et là, je peux dire qu'avec fierté, avec ATD Quart Monde, à l'ONU, on a un siège de représentation permanente. Et c'est une personne qui elle-même est en situation de pauvreté. Alors, elle n'y est plus au quotidien, bien sûr, mais je pense qu'elle a vécu suffisamment des années à la rue, dans la grande précarité. Elle n'a pas eu les possibilités de se faire soigner, de vivre correctement. Elle habite à Boston et elle va maintenant régulièrement à New York pour représenter. Eh bien, quelqu'un qui a vécu la grande pauvreté, qui en a l'expérience et qui prend la parole dans l'enceinte de l'ONU, ben ça, c'est quelque chose de fort. Et on est très fiers à ATD Quart Monde de dire les mots. Oui, la vulnérabilité, c'est faux. Les personnes ne sont pas vulnérables. Elles sont fortes. Elles ont une capacité à surmonter les obstacles. Simplement, on ne veut pas les voir. Merci à vous de ces premiers éléments de réponse. On poursuit avec... Voilà. Merci. Bonsoir et merci pour vos interventions. On va dire que j'ai des remarques et des questions en même temps par rapport à ce que vous avez pu dire. Juste si je pouvais revenir sur la question de la définition de la pauvreté, mais aussi les solutions qui permettraient à la pauvreté de faire peut-être disparaître la pauvreté. Il y a la question du pouvoir d'achat qui n'a pas été abordée directement, mais donc ça pose aussi la question du reste à vivre. Parce que par rapport si on tient compte du reste à vivre, ça peut déterminer le degré de pauvreté de la personne. Parce que une personne peut malgré tout dépasser le seuil de pauvreté en question, mais si on regarde à la fin du mois ou peut-être au milieu du mois, son reste à vivre n'est plus suffisant pour lui permettre de garantir en fait ses niveaux de revenus, de garantir ses besoins primaires, à savoir l'alimentation. Et aussi par rapport à la question de la pauvreté, on peut aussi potentiellement penser que ça va dépendre aussi de la situation géographique, du lieu de vie. Donc, en vivant à Paris ou en vivant en région, par exemple à Rouen ou en Normandie, parce que je suis de Normandie de base, en vivant en Normandie, on ne va pas avoir le même niveau de vie. Donc, le revenu que je vais avoir en Normandie et le revenu que je vais avoir en Île-de-France ne va pas me permettre d'accéder à tel ou tel bien. Donc, là aussi, la question de la pauvreté, elle se pose aussi. Et tout à l'heure, vous avez, je ne sais plus qui exactement, mais a abordé la question de apporter des solutions par rapport à la question de la pauvreté pour les régler, mais tout en restant dans le cadre économique moderne, sachant que le cadre économique dans lequel nous sommes, c'est le cadre économique avec les règles potentiellement de respect d'un certain seuil du PIB qui vont faire en sorte que le système capitaliste dans lequel on est va favoriser le maintien et l'exploitation de certaines personnes qui vont rester dans un système de pauvreté. Et donc, si on considère qu'il faut garder le cadre économique, respecter les règles du cadre économique, sans revoir le cadre économique, ni même la conception qu'on a du PIB, là aussi, on va continuer à maintenir certaines inégalités à chaque fois. Et dernier... Désolé, j'en avais pas mal derrière. J'allais vous dire effectivement, merci monsieur. Vous avez encore 20 secondes, on vous écoute. Merci. Le dernier point concernait le fait des causes potentielles de situations de pauvreté. Vous avez commencé à
un petit peu à l'aborder, Madame, de ATD Carmonde. Par exemple, c'est la question principalement des discriminations. Parce qu'en fonction, quand vous avez parlé du fait de discrimination, on va parler de discrimination en question du handicap, discrimination en question du genre. Ces éléments-là vont aussi être des éléments qui vont empêcher l'accès à un emploi et donc à avoir une situation plus ou moins stable et favoriser aussi l'intégration dans ces zones. Donc, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus à nous apporter? Ça serait intéressant. Merci. Merci, monsieur. Voilà, on va poursuivre en fait sur... Merci, Frédéric. Non. Oui, bien sûr. Par rapport à la temporalité et à la territorialité de la pauvreté, où on a vu l'expérience de Michelin dernièrement, qui adapte les revenus apparemment au territoire. Ma question, elle est plus sur la création de valeur ajoutée des entrepreneurs, par exemple, qui peuvent être pauvres et qui créent énormément de richesses, comme la paysannerie, par exemple. Pardon, alors il faut juste bien mettre le micro devant. Voilà. Oui, pardon. Excusez-moi. Donc, je disais, les entrepreneurs qui peuvent créer de la valeur ajoutée, de la richesse, tout comme les paysans, par exemple, on le voyait dernièrement. Comment expliquer ce paradoxe entre pauvreté et création de richesse? Merci, Monsieur Fabre. Encore une question. Je suis là. Bonsoir. Alors, moi, je m'interroge sur le rôle que peut jouer l'Union européenne pour résoudre des problématiques comme celle des travailleurs pauvres, sachant qu'on a beaucoup libéralisé la circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, et cette situation a certainement favorisé le creusement des inégalités des richesses, puisqu'aujourd'hui, quand on est une grande entreprise, on installe son siège social en Irlande, et quand on est riche, on va vivre en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ou je ne sais où, à Monaco, à Andorre. Et cette situation permet de rester à proximité de son réseau français tout en payant moins d'impôts. Et donc tout ça favorise, à mon avis, le creusement des inégalités et les travailleurs pauvres. Donc est-ce qu'on peut résoudre cette problématique des travailleurs pauvres sans s'intéresser à des questions comme la construction européenne et l'harmonisation des réglementations sociales au niveau européen? Voilà. Merci de ces questions. On va reprendre les questions une à une. On va s'intéresser d'abord à la question du pouvoir d'achat et du reste à vivre. À cette question, je vais associer en fait l'incidence du lieu de vie dans la notion en fait de travailleurs pauvres. Vous avez la parole. Allez-y, bien sûr. Merci pour toutes vos questions. Je vais parler que pour moi, mais je pense qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout. C'est le cadre économique. Mais si on prend les sujets un par un, il y a la question là pour l'instant, j'avais défini, puis on est parti sur cette définition aussi de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire est pauvre une personne qui est dans un ménage au niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian. Il y a une autre définition de la pauvreté qui est utilisée beaucoup maintenant, de plus en plus au niveau européen, c'est la pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes si elles ont assez d'argent pour prendre des vacances, si elles ont assez d'argent pour se faire des cadeaux, pour se faire des... Il y a une dizaine pour avoir des vêtements, il y a une dizaine de questions comme ça. Et pauvres ceux qui répondent non à plusieurs items. Et donc là, c'est plus subjectif. C'est moins statistique, mais effectivement, ça donne une autre vision de la pauvreté et probablement plus proche de ce que les gens vivent au jour le jour, finalement. Mais les deux statistiques sont intéressantes. Mais il s'avère que l'enquête finalement, la pauvreté subjective en conditions de vie, l'indicateur est quand même souvent plus intéressant pour déterminer, lorsqu'on le met, on essaye d'expliquer par la pauvreté certains comportements, souvent cette variable-là, elle sort plus facilement que la variable en pauvreté monétaire, qui est un petit peu plus macro, qui donne des idées un peu plus macro et un peu moins... pour savoir qui est pauvre, individuellement ou par ménage. Alors maintenant, en ce qui concerne le territoire,
on a tendance, alors, et c'est normal, à penser que les personnes en Île-de-France sont beaucoup plus pauvres à revenus en euros égal. C'est pas exactement ce que alors l'INSEE a essayé de mesurer ça. Et en moyenne, c'est pas toujours vrai, parce qu'effectivement, les loyers sont beaucoup plus importants, surtout à Paris et en petite couronne. Déjà, ils baissent un petit peu, mais ils sont quand même plus importants. Mais vous avez accès quand même à déjà du transport. Vous avez accès à du transport qui est moins cher que si vous devez avoir une... Alors, ça dépend en province. Ça dépend si vous devez avoir une voiture ou non. Si vous êtes dans une ville où finalement il y a du transport public, mais si vous êtes dans un milieu rural où il n'y a pas de transport public, avoir une voiture et conduire avec une voiture, ça revient cher. Et donc ce que vous payez en loyer, en supplément, en fait vous l'économisez en transport. Et il n'y a pas que le transport, hein, il y a quand même beaucoup d'offres en Île-de-France. Alors c'est peut-être plus anecdotique, hein, mais il y a quand même accès à beaucoup de choses en Île-de-France avec juste un pass Navigo et beaucoup plus, et finalement plus que dans certains, que dans certains territoires. Mais c'est très. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très. Ça, c'est vrai, mais il faut regarder finement. Il faut regarder finement les gens qui sont à côté ou non de transports en commun. Il faut regarder finement. En fait, même finalement, c'est assez individuel la problématique, et donc une statistique globale de type avec un indicateur pour tout le monde. Effectivement, au niveau individuel, ça va pas forcément être très intéressant. Voilà. Merci. Sur la même question, en fait, pouvoir d'achat, reste à vivre, incidence du lieu de vie, en fait. D'accord. Alors, en fait, donc, par rapport à ça, moi je pense que c'est un enjeu dont on a parlé en réalité, qui est le fait que c'est pas seulement individuel, la situation, mais que c'est aussi lié, par exemple, au fait d'être dans une famille qui va pouvoir nous héberger, qui va pouvoir nous loger. Il y a aussi la question du patrimoine dont on peut hériter. On n'a pas parlé des héritages, mais qui jouent effectivement énormément. Donc toutes les formes de capitaux économiques, sociaux, culturels dont on peut disposer, ils jouent effectivement de manière importante dans notre situation sociale, dans la manière dont on est intégré, et dans ce à quoi effectivement on peut aussi se raccrocher ou ce sur quoi on peut compter dans un certain nombre de situations. Et donc tout ça, finalement, ça intervient pour donner une situation de pauvreté, exclusion, pauvreté intégrée, pauvreté marginale. Là, c'est ce que dit un collègue, mais il y a quand même différents types de situations qui comptent. Sur le reste à vivre, c'est sûr que quand on est déjà intégralement pris en charge, que notre logement est pris en charge, que quelquefois notre nourriture est prise en charge, etc., c'est pas du tout la même chose que, évidemment, quand on doit tout prendre en charge soi-même à partir de son revenu individuel. Sur le lieu de vie, sur l'endroit où on vit, au départ, ça m'a fait penser à quelque chose aussi qui est important, c'est le fait que je vous ai parlé de pauvreté relative. En fait, c'est aussi par rapport à l'endroit où on est. Et je me suis rendu compte, c'est sûr qu'il y a des choses plus chères, moins chères, notamment le logement. On a parlé du transport, mais alors le logement, effectivement, il y a des écarts considérables. Pour des personnes dans la fonction publique qui ont le même salaire partout sur le territoire, en fait, on n'a pas du tout le même niveau de vie. Donc, moi, je suis fonctionnaire. Hein. On n'a pas du tout le même niveau de vie quand on vit en région parisienne, quand on vit dans d'autres endroits. Pour autant, et donc c'est là où l'endroit où on vit, il est important, on n'a pas non plus accès aux mêmes choses. Là, je crois qu'il y a vraiment plein de critères qu'il faut quand même aussi prendre en compte. Et donc, effectivement, on n'a pas la même offre culturelle, par exemple. On n'a pas accès, je ne sais pas moi, on peut dire autrement, on n'a pas accès à la mer quand on est à Paris. Par contre, on a la mer tout près quand on est, pour le parler de manière plus simple. Donc, finalement, il y a énormément de critères qui vont venir et qui vont faire plutôt une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est autre chose, je pense, que la dimension de la pauvreté. Voilà.
Donc il y a quand même un écart entre ces deux notions. Et finalement, évidemment, ce qui nous choque, ce qui est scandaleux, c'est que la pauvreté amène une qualité de vie très dégradée. Néanmoins, les liens ne sont pas immédiats, directs, et il faut quand même les retravailler et les explorer davantage pour savoir quel est le vécu des personnes. C'est une question un peu différente. Donc finalement, on ne va pas régler tout ce qui est la qualité de notre qualité de vie uniquement à travers des critères socio-économiques ou de revenus. Merci. Madame de Pasquale, peut-être sur le même sujet. Moi, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais me garder pour les autres questions. Voilà, on peut passer à notre question, parce qu'une question a été posée sur la libre circulation des travailleurs. Effectivement, Madame Bresson, vous présentiez en fait, dans quelques schémas historiques, que les années 80-90 laissaient entendre une baisse, une stagnation de la pauvreté. Et à partir de 2000, naissait en fait une augmentation forte des travailleurs pauvres. Est-ce que c'est en lien avec la libre circulation des travailleurs pauvres? Voilà la question qui a été posée. Vous avez la parole. Alors, c'est toujours compliqué de faire des causalités simples parce qu'il y a beaucoup de choses qui comptent, mais oui, je pense que clairement les politiques dites néolibérales, comme on dit quelquefois, le tournant néolibéral ont joué dans l'augmentation des inégalités et dans la dégradation aussi, on va dire, d'un certain nombre de protections sociales. Pour ma part, j'en suis vraiment assez convaincue. Après, on parlait de régulation. On parlait aussi, donc certains, je fais des cours là-dessus, est-ce qu'il y a une crise de la protection sociale ou est-ce que c'est une transformation? Donc voilà, évidemment, il y a des auteurs, il y a des politiques aussi qui ont plaidé dans le sens d'une transformation nécessaire parce qu'il fallait individualiser les politiques sociales, qu'il fallait l'adapter aux situations plus particulières. Personnellement, donc la protection sociale telle que j'ai étudiée, elle est plutôt fondée sur l'idée, historiquement en France, que c'est une défaillance de la solidarité, que c'est nos liens sociaux qui sont défaillants justement, et que donc il faut trouver des solutions collectives, de prise en charge collective et de droit universel. Je pense qu'on a beaucoup perdu en allant uniquement dans le sens de l'individualisation, et encore plus quand l'individualisation veut dire essayer de voir ce qui mérite, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une certaine interprétation du libéralisme. Alors peut-être que la circulation des personnes va avec, mais c'est vrai que moi ce que j'ai plus étudié, ce qui m'interpelle encore plus, c'est l'idéologie qui va avec cette idée d'un certain mérite qui, à mon avis, là, est clairement erronée. Bien sûr. Nous passons à une dernière série de questions. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. On parlait tout à l'heure d'habillage qui cache, en termes de... on parlait d'un habillage qui cachait dans la misère quelque chose qui cache la réalité. Et je me disais, tiens, ça me fait penser à l'habillage aussi que les riches ont en regardant ce qu'ils pensent des pauvres. Je pense en particulier à cette étude sociologique de Scherpogam en 2017 sur ce que les riches pensent des pauvres. Et je me dis, on met tout le temps en fait sur cette pauvreté des causalités de fonctionnement systémique de nos sociétés économiques, et on ne parle jamais du point de vue de philosophie morale et d'éthique. Ce qui est gênant dans cette histoire, et en particulier dans cette étude, c'est qu'on voit à quel point on considère le pauvre comme le moins que rien, probablement le gueux du Moyen-Âge, probablement le pauvre du XVIIIe siècle, qui a amené à la Révolution française, que nous connaissons bien ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une prochaine révolution arrive et qu'enfin les pauvres ne soient pas dédiés à ce champ essentialiste et qu'on reprenne la dynamique égalitaire? Merci de votre question. Alors j'ai noté comment faire advenir la révolution, une nouvelle révolution. On y arrivera tout à l'heure. Une deux autres questions. On parle beaucoup d'habitat partagé. Est-ce que ce serait un moyen de sortir un peu du mode de vie capitaliste pur pour partager l'alimentation, le logement, la culture? On ne prendrait plus tout en charge individuellement en tant que consommateur. Donc un mode de vie plus solidaire est-il possible?
Merci, merci à vous. Une dernière question, Frédéric, je te laisse choisir. Plus, je crois. Alors, on vous redonne la parole, monsieur, mais pour une question courte. La deuxième fois, c'est payant. Hein. 5 secondes. C'était par rapport à la question de le travail fragmenté, où on disait, où l'un de vous trois disait que justement, si on a des travails, chercher à arrêter potentiellement le travail fragmenté va amener peut-être les personnes à leur enlever peut-être leur source de revenus, mais dans la question du travail fragmenté aussi, les personnes, ATD Carmonde, vous avez dit que les personnes pouvaient faire peut-être d'autres choses à côté, et donc ça donne, ça me laisse penser à la question de la pénibilité au travail, quelque chose que vous avez abordé. Mais donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à justement pallier à cette pénibilité en fait du travail, pour que les personnes puissent potentiellement avoir un temps de travail long, mais qu'elles n'aient pas à souffrir en fait au travail. Merci, monsieur. Monsieur Allègre, je pense que c'était vous le travail fragmenté. Vous l'avez évoqué. Oui, j'ai évoqué sur la pénibilité. C'est une question de régulation. Après, c'est chaque poste finalement. Finalement, je pense qu'il ne faut pas attendre la révolution. Hein. On n'est pas obligé d'attendre la révolution pour améliorer les choses. Et dans des logiques qu'on a connues, social-démocrates, dans les années, disons entre les années 50 et 80, on réglementait. Il y avait on va dire, voilà, tel ou tel travail, il faut qu'il se fasse de telle ou telle façon, en fait. Voilà. Puis comme ça, les gens, ils auront moins. Et c'est ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Hein. Les charges lourdes, par exemple, je crois qu'on est le pays de l'OCDE où les gens portent le plus de charges lourdes. Et dans d'autres pays, voilà, vous n'avez pas le droit de porter plus de tant de kilos, où vous devez être aidé par un exosquelette si vous devez porter plus de kilos que ça. Donc voilà, ça c'est pas, et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la révolution. Et sur la question la question européenne, je suis pas complètement sûr de la causalité. Alors, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les réglementations actuelles, on imposerait plus les entreprises. On imposerait plus Total, on imposerait plus. Là, on a peur qu'elles partent, en fait. Si on n'impose pas Total, c'est parce qu'on a peur que toutes ces entreprises-là, Total Énergie, aillent mettre leur siège social aux Pays-Bas. Donc, il y a une concurrence fiscale sur les entreprises. Maintenant, au niveau des particuliers, je pense que celle-ci est relativement faible et que si on a baissé les taux d'imposition sur les personnes les plus riches, c'est plus par connivence que pour des questions purement économiques. Par contre, sur les entreprises, je suis d'accord. Là, il y a des entreprises, que ce soit dans la crise Total ou CMA, CGM ou d'autres entreprises qui ont fait des milliards de bénéfices. Et dans d'autres temps, si on avait à chercher 10 milliards, on les chercherait là. On dirait, voilà, on va ponctionner ces entreprises de 10 milliards. On n'irait pas les chercher sur l'assurance chômage. Donc voilà. Sur la question de la révolution, on peut aussi la poser autrement, Madame Bresson, Madame de Pasquale. Comment faire advenir la révolution, pourquoi pas, mais comment faire naître, peut-être, c'est aussi la question, une prise de conscience plus forte sur le sujet du travailleur pauvre. Oui, alors voilà, donc moi je me vois pas tout de suite aller faire la révolution là, mais donc effectivement en fait c'est plutôt, alors on a parlé de l'appel au pouvoir public effectivement, hein, je crois qu'il y a eu une espèce d'idée que, alors pour moi c'est vraiment effectivement voilà que le marché tout seul allait bien fonctionner et allait s'autoréguler et que ça serait suffisant. Non, par rapport à la pauvreté, ça n'a jamais été suffisant. Quand on étudie un peu la pauvreté, le libre fonctionnement du marché ne va jamais résoudre la pauvreté. Je ne vois pas comment. Donc effectivement, là, il y a quand même des choses. Après, soit on dit c'est pas grave qu'il y ait des pauvres. Alors j'en serais désolée. Là, c'est peut-être une question de rapport de force aussi, hein, et de scandale qu'on met en avant, parce que justement, on peut trouver ça scandaleux aussi qu'il y ait des pauvres aussi pauvres et que des personnes, des enfants aussi soient pauvres. On n'en a pas parlé, hein, des femmes qui sont dans telle ou telle situation, des enfants. Il y a des fois, il y a des figures qui paraissent plus scandaleuses que d'autres.
d'autres. Évidemment que c'est un ressort sur lequel on peut aussi jouer pour essayer d'éveiller les consciences, comme on dit quelquefois. Donc ça me paraît une possibilité. Quand on est en démocratie, normalement, si on arrive à éveiller les consciences, ça doit pouvoir jouer aussi dans les choix collectifs qui vont être pris. Donc voilà, c'est plutôt ce type de voie vers lesquelles spontanément j'irai pour ma part. Bon, mais après, voilà, s'il y a une révolution, on verra bien. Je peux compléter en disant que cette Révolution française que vous avez évoquée a donné lieu au cahier du 4e ordre, qui étaient ceux qui ont été ressortis par des historiens et qui ont donné naissance au terme de quart-monde. Donc effectivement, le 4e ordre à la Révolution française, c'est ceux qui n'ont pas eu la parole et qui étaient les plus pauvres. Il y a eu des cahiers de doléances du 4e ordre qui ont été recueillis à cette époque. On s'est appuyé, enfin en tout cas notre fondateur s'est appuyé sur cette idée pour dire mais c'est à partir des personnes qui n'ont pas la parole qu'on veut, à partir de leur parole, construire un changement de société. Donc oui, il y a la notion de combat dans le mouvement qu'on mène. Alors de révolution, je ne sais pas, mais j'ai bien aimé entendre parler de philosophie ou de morale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'attaquer aux pauvres, mais à la pauvreté. C'est pas du tout la même chose. Et puis je veux rebondir aussi sur, vous avez évoqué le patron de Michelin qui a fait un geste effectivement très marqué récemment. Alors nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que cette solidarité, elle ne doit pas dépendre simplement du bon vouloir d'une entreprise qui peut se le permettre parce qu'elle fait des bénéfices et parce qu'elle est sur une activité rentable. Il y a des activités qui seront jamais rentables et qui pourtant sont utiles. Alors celles qui sont par exemple faites dans les territoires zéro chômeur de longue durée, mais ailleurs, des services à la personne pour des personnes qui ne sont pas riches elles-mêmes, tout le monde a à y gagner à ce que les personnes aient accès à des services. Alors dans la mesure où ça sera jamais rentable, on pourrait dire, payer dignement les personnes qui accepteront de le faire. Eh bien si, la solution, c'est une solidarité organisée au niveau de l'État. Merci à vous. Peut-être une réaction de l'un d'entre vous sur la question de l'habitat partagé, puisque c'était une question, l'habitat partagé comme peut-être un début de solution. Merci, Madame Bresson. En fait, alors sur l'habitat partagé, moi j'ai travaillé plus récemment sur la question des personnes âgées, des services à domicile. Et effectivement, parce que les services à domicile, on cherche à faire rester les personnes âgées chez elles avec le maintien à domicile. Et donc j'ai étudié ça donc en France, au Québec. C'était une recherche franco-québécoise. Et c'est vrai qu'une des pistes, donc une des questions qui est posée dans ce cadre-là, c'est l'isolement possible des personnes âgées à domicile, ou le fait que leur domicile devienne quasiment un hôpital bis, quoi. Enfin un endroit qui va être finalement très médicalisé, où elles voient principalement des personnes qui viennent leur apporter des services, mais plus forcément des proches. Et donc les autres pistes qui étaient données, et donc c'est les habitats effectivement partagés, les habitats aussi intergénérationnels. Donc ça, moi je trouve que ce sont des pistes intéressantes parce qu'on remet en avant la question du lien, des liens sociaux. Et voilà. Alors c'est pas la seule solution, hein, mais la question des habitats partagés, c'est quand même remettre en avant l'idée que le lien social, c'est quelque chose d'indispensable effectivement pour avoir peut-être, je sais pas moi, se vivre mieux, se bien vivre ou ces éléments. Donc c'est en ça que ça me paraît particulièrement intéressant. Alors si évidemment les personnes se sentent bien dans ce cadre. Quelques mots, Monsieur Allègre, sur cette question. Je vais être un peu provocateur, mais ma question, c'est est-ce que c'est vraiment un problème public ou une question publique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une demande sociale pour l'habitat partagé? Et puis on la voit, alors chez les étudiants un peu, parce qu'il y a de la colocation. On se demande parfois si c'est subi ou pas, mais enfin disons que ça l'est pas toujours, je pense. Mais autrement, on ne voit pas cette demande. Il me semble qu'on ne voit pas forcément cette demande sociale pour habiter entre un étudiant et une personne à la retraite. Donc bon. S'il n'y a pas la demande sociale, est-ce qu'on doit en faire un problème public? Alors, le mot de la fin à vous, Madame de Pasquale, sur ce sujet. Alors là, c'est audacieux. Je vais rester, si vous voulez, sur cette question d'habitat partagé, même si elle est choisie. Elle a l'intérêt de se poser ensemble les questions de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? Qu'est-ce qu'on peut partager? Et on peut transférer le modèle dans l'entreprise. C'est ce qui se passe avec l'entreprise dont je vous ai parlé, travailler à apprendre ensemble. C'est ce qui se passe dans les territoires zéro chômeur. Qu'est-ce qu'on a besoin de mutualiser? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ensemble? Ça voudra être peut-être, on va aménager les horaires parce que cette personne qui a besoin d'emmener ses enfants à l'école, elle
elle a besoin d'un certain horaire. Ça peut être, on va aménager une salle de repos pour qu'on ait des bonnes conditions, on va aménager des temps. Se poser les questions ensemble, c'est partir sur une notion d'entreprise inclusive où chacun peut avoir la parole. Alors oui, pourquoi pas dire que l'habitat participatif est un modèle, mais ça ne va pas être jamais un modèle organisé au niveau de l'État. Madame de Pasquale, Madame Bresson, Monsieur Allègre, merci à vous. J'invite désormais le grand maître adjoint culture à me rejoindre au lutrin pour quelques mots de conclusion. René Durand. Bon, mon très cher grand maître adjoint, mesdames, messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, il importe avant tout de remercier nos trois conférenciers. Maryse et Anne-Marie nous pardonneront peut-être de ne pas pratiquer l'écriture inclusive et d'utiliser pour ce terme le neutre qui prend simplement la forme grammaticale du masculin et seulement grammaticalement dans notre langue française qui est, rappelons-le, à toutes fins utiles et selon la Constitution, la langue de la nation. Donc, Anne-Marie, Guillaume, Maryse, par ordre alphabétique, toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour avoir accepté notre invitation et être venu en ce temple groussier pour faire part de votre expérience, de vos compétences et de vos connaissances. Nous n'utiliserons pas le mot expertise qui serait inconvenant pour qualifier ces propos sur ce drame social, sur cette réalité délétère et nous permettre de mieux appréhender, ou du moins d'essayer, ce douloureux problème, qui est d'ailleurs plus qu'un problème, de cet état de fait scandaleux, indécent, indigne, au sens fort de ces mots, tels qu'Orwell a pu les employer pour désigner ce qui devrait accompagner toute action sociale et politique, la décence ordinaire. Cette expression qui devrait être oxymorique, travailleur et pauvre. Dans De Jean Coste, Peggy écrivait que par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes. C'est un devoir préalable. Pourvu qu'il y ait vraiment une cité, c'est-à-dire pourvu qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme bien sûr, qui soit banni de la cité, tenu en exil dans la misère économique, tenu dans l'exil économique. L'étymologie est souvent, toujours, le début d'une herméneutique et il n'est donc pas vain d'y recourir. Le mot travail, couramment utilisé en français, s'origine dans un instrument de torture, le tripalium. L'allemand Arbeit renvoie à l'idée de peine et de souffrance. Et l'ideuse devise, ou plutôt l'ignominieux slogan qui couronne le portail d'entrée du camp d'Auschwitz, en est une absurde démonstration par l'abjection. Même le mot labeur, venu du labour qui fertilise la terre, trouve source dans les notions de charge, de poids, de faiblesse, de maladie, de souffrance. Seul l'anglais work, et ça me coûte, donne une connotation positive au mot et à la chose, puisque work renvoie aux notions positives d'action et d'œuvre et rejoint donc parfaitement les principes de la franc-maçonnerie en général et de notre obédience, le Grand Orient de France en particulier. Faut-il y voir là une des raisons du dynamisme et de la décomplexion du monde anglo-saxon à l'égard du travail, qui ne porte trace d'aucune bénédiction ou malédiction et qui laisse tant de gens ordinaires au bord de la route? On peut s'y pencher. La tradition et la culture, cette culture double, judéo-chrétienne et gréco-latine, maintiennent l'ambiguïté. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, dit la Genèse, après l'exclusion du paradis terrestre, associant ainsi travail, souffrance, injonction divine, donc susceptible du recours à la prière, et punition sans absolution possible. Et le mot prière a comme origine le latin qui a aussi donné le mot précaire, précarité et imprécation, c'est dire. Les philosophes grecs, comme les citoyens romains, ne travaillaient pas. Ils philosophaient, intriguaient, controversaient, se promenaient, et curieusement, cette notion de promenade renvoie aux péripapéticiennes dont on dit qu'elles exerçaient le plus vieux métier du monde, dans la pire exploitation de la femme par l'homme et dans les pires conditions d'existence, et s'enrichissaient. Le siècle des Lumières,
qui a vu surgir la franc-maçonnerie, lui, a changé l'appréhension de la notion et de la chose, avec l'encyclopédie et ses planches qui montrent l'excellence et la magnificence du travail manuel et artisanal. Voltaire, l'un de nos phares et l'un de nos frères, mais qui au demeurant a construit une partie de sa fortune dans le commerce d'esclaves, notre frère François Arouet, donc, fait dire à ces personnages, à la fin de son plus célèbre conte, Candide, « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Mais aussi, travaillons sans raisonner, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Et enfin, il faut cultiver notre jardin. » Et ces apophthegmes contiennent tout notre débat et sa problématique. Plus tard, Zola démontera le premier aphorisme et démontrera combien le travail, puis le chômage, dû à la précarité et à la dangerosité du travail, produisent au contraire la misère, le vice, le besoin, la déchéance, la mort même, que ce soit dans l'assommoir ou germinal. La Constitution de notre obédience, le Grand Orient de France, dans son article 4, dispose que la franc-maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de l'homme. Elle honore également le travail manuel et le travail intellectuel. L'on retrouve ailleurs, dans nos textes de loi, glorification du travail. À Villeneuve, la plus belle cité manufacturière de France, en Occitanie bien sûr, où se tient le congrès des loges de la 8e région, au fronton de son entrée monumentale est gravé « Honneur au travail ». Enfin, le marxisme a définitivement déployé ce qu'est l'aliénation par le travail, et le gendre du grand Karl a écrit un fameux droit à la paresse à l'incipit flamboyant. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite les misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, poussé jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Titre malheureusement instrumentalisé par des bourgeois rentiers pour insidieusement diffuser l'idée que le travail n'est plus un droit social et un devoir pour toute gouvernance, occultant ainsi ce diptyque de l'abaissement, travailleurs et pauvres. C'est donc dire toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté du mot et de la chose, du travail comme bénéficence qui contribue à l'épanouissement, à la relation, au progrès, donc à l'élévation de l'humanité, au travail comme maléficence, dans ces conditions comme dans ces situations, ces habitus, pour parler un peu comme Spinoza ou Bourdieu. Précarité vient donc de prière. Précaire, c'est ce qu'on obtient qu'à force de prière, de sollicitation, donc d'humiliation. Le travail ne peut être une mendicité, une aumône, ne peut se réduire au travail du quart d'heure, puisqu'il existe des contrats de quelques heures, même dans la sacro-sainte éducation nationale, comme il y a la ville du quart d'heure. Pas plus qu'il ne peut être source de malédiction. Depuis l'institution du salariat, nous ne parlerons pas de ces horreurs absolues et imprescriptibles que sont ou que furent l'esclavage et le servage, des femmes et des hommes doivent vendre leur force de travail, et les inégalités d'accès au travail et de rémunération sont quasiment instituées. Cette précarité, cette insuffisance salariale place les êtres humains qui en sont victimes en marge de la société et donc d'une socialité nécessaire à leur épanouissement et à une possible harmonie sociale. Nous sommes nombreux, ici sûrement, de mauvaises expériences, à savoir, à connaître combien il est douloureux, délétère pour des êtres humains, des familles, dans des pays riches et prétendument développés, d'avoir été ou d'être encore confrontés à ce qui est proche d'une tragédie, la fatalité du chômage, la fatalité du travail précaire, mal payé et soumis, la double fatalité de l'asservissement du travail et de la sujétion, l'assignation à la pauvreté, double fatalité qui n'en est qu'une et affecte la vie individuelle, familiale, mais aussi sociale et contient tous les germes de la désunion, de la désagrégation, de la désintégration, du conflit aux conséquences qui peuvent être extrêmes. Ces chantiers sont les chantiers de la République. Une République
que nous avons le devoir impérieux de soutenir, de défendre, de sauvegarder, de réparer même peut-être tant elle est menacée, et c'est notre mot d'ordre, ici au Grand Orient de France, notre impérative mission. Ces chantiers de la République ont une pierre angulaire, une fondation, c'est la dignité humaine, dans un monde où elle est constamment menacée, bafouée, parfois écrasée. La dignité, tout bonnement. Pouvoir vivre dignement, en fait humainement et simplement, œuvrer ensemble pour que chacun, chacune, quiconque accède à bénéficier de cette dignité, cette tâche sisyphéenne, prométhéenne est nécessaire, même si elle restera, on le sait, toujours inachevée, une œuvre toujours en chantier. Cette dignité, aujourd'hui, tant d'entre nous, tant de nos frères et de nos sœurs en humanité en sont privés. Habiter notre terre dignement, en somme, et assurer sa survie, permettre la permanence et la continuité, c'est un devoir, notre devoir fondamental, notre tâche essentielle. Donc, le « et » conjonctif dans le syntagme travailleurs et pauvres doit devenir un « et » disjonctif. Le travail doit exclure toute précarité, toute pauvreté. Ce n'est pas le cas ici et maintenant. L'humanité ne sera meilleure et plus apaisée que lorsqu'elle sera définitivement engagée sur ce chemin, et ce chemin est sans retour. Je vous remercie de votre écoute patiente, fraternelle et résignée. Merci infiniment, cher René, de ces mots. Chers frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour assister au départ de nos intervenants et du grand maître adjoint Denis Mallarmé. Merci encore à vous, chers intervenants. Chers amis, chers frères et sœurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir et à bientôt pour le prochain chantier de la République fin mai 2024. Bonne soirée à tous.